Ce jour-là, dans le grand salon de la propriété familiale, mon père a donné 28 millions d'euros à mes frères. À moi, il n'a laissé que l'humiliation. Je m'appelle Aurélie Dubois. J'ai 65 ans. Et ce que je vais vous raconter ce soir, personne ne l'a jamais entendu. Pas même mes propres enfants. C'était un matin de novembre. Un ciel gris pâle, presque blanc. Le notaire lisait d'une voix monocorde, assis derrière le bureau en acajou de papa. Mes deux frères, Laurent et Édouard, se tenaient droits comme des juges. Moi, j'étais debout près de la fenêtre, les mains croisées sur mon sac en cuir. À mon fils Laurent, la totalité des parts de la société Dubois & Fils. J'ai senti mon souffle se couper. À mon fils Édouard, les propriétés de Neuilly et de Deauville, ainsi que le portefeuille d'investissement. Le notaire a tourné une page. Il m'a regardé. Une seconde de trop. À ma fille Aurélie, il a hésité. Je lègue mes encouragements. Qu'elle trouve enfin un mari digne de ce nom. Le silence a pesé comme une pierre. Laurent a toussé. Édouard a souri. Ce sourire poli qu'on réserve aux étrangers. Le notaire a refermé le dossier. Voilà, c'était fini. Mon père venait de me rayer d'un trait, comme on efface une faute. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, et je suis sortie sans un mot. Dehors, la pluie commençait à tomber. Mes talons claquaient sur le gravier de l'allée. Derrière moi, j'entendais encore leur voix étouffée, déjà occupée à discuter chiffres et signatures. C'est alors qu'un homme m'a appelé. « Madame Dubois ». Je me suis retournée. C'était un vieil avocat que je ne connaissais pas. Costume sombre, cheveux blancs, une sacoche usée sous le bras. Il marchait lentement, comme s'il portait un poids invisible. « Votre mère m'a confié ceci. » Il m'a tendu une enveloppe beige, scellée à la cire rouge. Signée de sa main, il y a 25 ans. Mon cœur s'est arrêté. Maman était morte quand j'avais 40 ans. Cela faisait un quart de siècle. Et pourtant, là, sur le papier jauni, je reconnaissais son écriture fine et penchée. Pour Aurélie, à ouvrir le jour où elle sera publiquement humiliée dans un testament. J'ai failli tomber à genoux. Le vieil homme a posé une main sur mon épaule. Elle savait, madame. Elle savait tout. Puis, il est reparti sous la pluie, sans se retourner. Je suis restée là, immobile, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Mes doigts tremblaient. J'ai déchiré le sceau. À l'intérieur, une seule feuille. La première ligne disait « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que ton père a fait exactement ce que je redoutais. Mais tu n'es pas seule, et tu n'as jamais été oubliée. » Puis venait un code, 6 chiffres, et une adresse à Paris. Coffre 427, Banque Rothstein & Associés, rue de la Paix. Et tout en bas, une phrase qui m'a coupé le souffle. « Ce n'est pas la fin, mon amour, c'est le début. » Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je n'ai pas ouvert ce coffre tout de suite. Non, je suis d'abord rentrée chez moi, dans mon petit appartement du 17e arrondissement. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Et je suis restée là, assise, à regarder l'écriture de maman pendant des heures. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je vous parle d'avant. D'avant la mort de maman, d'avant le silence de papa, d'avant que tout se brise. Nous vivions dans une grande maison à Saint-Cloud, une propriété avec un jardin, des rosiers blancs et une allée de tilleuls qui sentait le miel en juin. Maman adorait cette maison. Elle disait que c'était son refuge. Elle était douce, maman. Élégante, sans effort. Elle portait toujours un foulard en soie, même pour jardiner. Et elle avait cette habitude de poser sa main sur mon épaule quand elle passait derrière moi. Une main légère mais qui disait « Je suis là ». Papa, lui, était différent, froid, méthodique. Il dirigeait l'entreprise familiale depuis ses 30 ans. Dubois & Fils, import-export de tissus précieux. Une affaire héritée de son père et de son grand-père avant lui. Pour lui, tout était une question d'héritage, de nom, de lignée. Laurent et Édouard étaient ses fils. Moi, j'étais sa fille. Vous comprenez la nuance? Eux, c'était l'avenir. Moi, c'était un détail. Mais maman ne voyait pas les choses ainsi. Elle m'emmenait partout avec elle. Au marché, à la bibliothèque, dans les petits cafés où elle retrouvait ses amis. Elle me parlait comme à une égale. Elle me disait « Aurélie, un jour tu comprendras. Les hommes construisent des empires. Les femmes construisent des âmes. » Je me souviens d'un après-midi en particulier. J'avais 15 ans. Nous étions assises dans le jardin, sous le grand chêne. Maman feuilletait un vieux carnet en cuir. Un carnet qu'elle gardait toujours avec elle. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Elle a souri. « C'est ma mémoire, ma chérie. Tout ce qui compte, je l'écris ici. Les dates,
les promesses, les mensonges aussi. Elle a refermé le carnet et l'a glissé dans son sac. Un jour, tu comprendras pourquoi il faut tout noter. Je n'ai pas compris, pas à l'époque. Mais 25 ans plus tard, debout dans ma cuisine, avec une enveloppe jaunie entre les mains, je commençais à entrevoir la vérité. Maman avait toujours su. Elle savait que papa me traiterait comme une étrangère. Elle savait que mes frères prendraient tout. Elle savait que je finirais seule, humiliée, effacée. Et elle avait préparé quelque chose. Mais quoi? J'ai repris l'enveloppe. J'ai relu le code. 6 chiffres. Coffre 427. Banque Rothstein & Associés. Rue de la Paix. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'à l'Opéra. Puis j'ai marché jusqu'à la rue de la Paix. Le ciel était clair. Une lumière froide d'hiver. La banque était discrète. Façade grise. Porte en bois massif. Pas d'enseigne clinquante. Juste une petite plaque en laiton. J'ai poussé la porte. Une hôtesse m'a accueilli. Je lui ai donné le numéro du coffre. Elle a vérifié mes papiers, puis m'a conduite dans une salle privée au sous-sol. Des murs en pierre, des casiers métalliques, un silence de cathédrale. Elle a inséré sa clé. J'ai inséré la mienne, celle que le vieil avocat m'avait glissée dans l'enveloppe. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois de rose, laquée, brillante, et posée dessus, une photographie ancienne. Maman, jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Moi, au dos, une date, 12 avril 1960. Et une phrase tracée au stylo bleu, « Celui qui oublie d'où il vient finit par se perdre ». J'ai ouvert la boîte, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Dans la boîte, il y avait des documents, des dizaines de documents, soigneusement classés, agrafés, annotés de la main de maman, des contrats, des relevés bancaires, des lettres notariées et un codicille, un document juridique que je ne connaissais pas. Je me suis assise sur la chaise en velours. Mes mains tremblaient. J'ai commencé à lire. Le premier document était une procuration, signée par maman en 1999, un an avant sa mort. Elle donnait à un cabinet d'avocats suisse le pouvoir de gérer un compte bancaire à son nom, un compte que papa ne connaissait pas. Le deuxième document était un relevé. Ce compte contenait 3 millions d'euros. 3 millions. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des lettres échangées entre maman et un notaire parisien. Elles remontaient à 27 ans, 2 ans avant sa mort. Dans l'une d'elles, maman écrivait « Maître Blanchard, je vous demande de conserver ce dossier en sécurité absolue. Mon mari ne doit rien savoir, mes fils non plus. Seule Aurélie doit y avoir accès, mais uniquement le jour où son père lui aura fait ce que je redoute. Ce jour-là, elle comprendra, et elle saura quoi faire. » J'ai relu cette phrase 3 fois. Elle saura quoi faire. Mais quoi, maman? Quoi? J'ai continué à fouiller. Au fond de la boîte, il y avait une autre enveloppe, plus épaisse, scellée avec un ruban rouge. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des photocopies de chèques, des dizaines de chèques, tous signés par Laurent et Édouard, tous émis entre 1995 et 2000. Des sommes énormes, 100 000 euros, 200 000, 500 000, tous adressés à des sociétés offshore. Des noms que je ne reconnaissais pas, Cayman Holdings, Zurich Invest Group, Monaco Capital Partners. Et sur chaque photocopie, maman avait écrit au stylo rouge « Détournement ». Mon sang s'est glacé. Mes frères avaient volé de l'argent, à l'entreprise familiale, à papa, à nous tous. Et maman le savait. Elle avait tout collecté, tout conservé, comme des preuves. Mais pourquoi ne l'avait-elle jamais dit? Pourquoi ne pas avoir confronté papa? Pourquoi attendre 25 ans pour me donner ce dossier? J'ai trouvé la réponse dans la dernière lettre, celle tout au fond de la boîte. Elle était adressée à moi, datée du 15 mars 2000, 3 semaines avant sa mort. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison. Ton père t'a humilié publiquement. Il t'a effacé de son héritage. Il a tout donné à tes frères. Je l'ai vu venir, Aurélie. Pendant des années, ton père adorait ses fils, mais il ne t'a jamais vue. Pour lui, tu n'étais qu'une fille, une erreur de la nature. Tes frères, eux, sont pires. Ils volent depuis des années. Ils détournent l'argent de l'entreprise. Ils croient que personne ne sait. Mais moi, je sais. J'ai tout noté, tout conservé. Je n'ai rien dit à ton père, parce qu'il ne m'aurait pas cru. Ou pire, il les aurait protégés, comme il les a toujours protégés. Alors j'ai fait autrement. J'ai préparé une arme. Pour toi, pour le jour où tu en aurais besoin. Dans ce dossier, il y a tout ce qu'il faut pour détruire tes frères. Mais il y a aussi quelque chose de plus important. Un codicille secret. Un document que j'ai fait rédiger par Maître Blanchard.
Il annule partiellement le testament de ton père, mais seulement si tu es désavoué publiquement. C'était la condition. Ce codicile te donne le contrôle de 49% des parts de Dubois & Fils. Le vote décisif, celui qui décide de tout. Tes frères croient tout posséder, mais ils ne possèdent rien sans toi. Maintenant, ma chérie, c'est à toi de choisir. Tu peux les détruire, donner les preuves à la justice, les envoyer en prison, laver mon nom et le tien. Ou tu peux pardonner, sous condition, imposer tes règles, créer une fondation en mon nom, reprendre le pouvoir que ton père t'a volé. Les deux chemins sont justes. Mais sache une chose, tu n'es plus celle qu'ils ont humiliée. Tu es celle qui décide. Je t'aime, pour toujours. Maman, j'ai posé la lettre sur mes genoux. Mes yeux étaient secs, mais mon cœur hurlait. Dehors, Paris continuait de vivre. Les voitures, les klaxons, les passants. Moi, j'étais seule dans cette salle froide, avec une boîte pleine de secrets et un pouvoir que je ne voulais pas. Pendant 25 ans, j'avais cru être la fille oubliée, mais j'étais l'héritière cachée, celle que maman avait protégée en silence. Et maintenant, il fallait que je décide. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je suis sortie de la banque avec la boîte sous le bras. Le soleil d'hiver me faisait mal aux yeux. Les gens marchaient vite. Moi, je marchais lentement, comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé la boîte sur la table du salon et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Pendant 3 jours, je n'ai parlé à personne. Je regardais la boîte, je relisais la lettre de maman et je me demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir laissé ce fardeau ? Pourquoi ne pas avoir agi elle-même de son vivant ?» Mais au fond, je connaissais la réponse, parce que moi aussi j'avais toujours gardé le silence. Toute ma vie, j'avais accepté d'être moins importante, moins aimée, moins reconnue. Mes frères avaient toujours eu tout, et moi, j'avais appris à me contenter des miettes. Je me souviens d'un Noël. J'avais 12 ans, Laurent en avait 16, Édouard 14. Papa nous avait réunis dans le grand salon. Il tenait 3 enveloppes dans les mains. « Laurent, voici les clés de ta première voiture. » Laurent avait souri. Une joie immense. Papa lui avait tapé sur l'épaule, fier. « Édouard, voici ton inscription à l'école de commerce de Londres. Tout est payé. » Édouard avait hoché la tête, les yeux brillants. Puis papa s'était tourné vers moi. « Aurélie, voici un bon d'achat pour des cours de piano. Ta mère pense que cela te fera du bien. » Des cours de piano. Pendant que mes frères recevaient des voitures et des écoles prestigieuses. Maman avait posé sa main sur mon épaule. Elle avait souri. Mais dans ses yeux, il y avait une tristesse que je n'avais pas comprise à l'époque. « Merci, papa », avais-je dit, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Dire merci, sourire, ne pas faire de vagues. Les années avaient passé. Et rien n'avait changé. Laurent avait pris la direction de l'entreprise à 30 ans. Édouard était devenu directeur financier à 28. Moi, j'avais étudié les lettres. J'avais enseigné le français dans un lycée pendant 20 ans. J'avais épousé un homme gentil, un professeur d'histoire. Nous avions eu 2 enfants, un garçon, une fille. Mon mari était mort il y a 8 ans, cancer du poumon. Mes enfants vivaient loin maintenant, l'un à Lyon, l'autre à Bruxelles. Ils m'appelaient une fois par mois, parfois moins. Et moi, je vivais seule, dans un appartement de 3 pièces, avec mes livres, mes souvenirs, et ce silence qui pesait de plus en plus lourd. Mes frères, eux, vivaient dans de grandes maisons. Laurent à Neuilly, Édouard à Saint-Germain-en-Laye. Ils organisaient des dîners, ils voyageaient, ils portaient des costumes sur mesure. Moi, je portais des pulls en laine, achetés aux Galeries Lafayette en solde. Mais je ne me plaignais jamais. Je disais, je vais bien, tout va bien. Je ne manque de rien, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. M'effacer, me faire petite, ne pas déranger. Même quand papa m'avait regardé, ce jour-là chez le notaire, avec ce mépris froid dans les yeux, je n'avais rien dit. J'avais souri poliment, j'avais pris mon sac, et j'étais sortie, comme une bonne fille. Mais maintenant, assise dans mon salon, avec cette boîte devant moi, je comprenais quelque chose. Maman ne m'avait pas laissé ce dossier par cruauté. Elle me l'avait laissé parce qu'elle savait que j'étais la seule à pouvoir l'utiliser avec justice. Pas avec vengeance, pas avec rage, avec lucidité. J'ai repris le codicile, je l'ai relu, lentement. Il était rédigé avec une précision légale implacable. Maman avait travaillé avec Maître Blanchard pendant des années pour le préparer. Elle avait anticipé chaque détail. Le codicile stipulait que si papa me désavouait publiquement dans son testament, alors ses propres parts seraient automatiquement transférées à moi, pas à mes frères, à hauteur de 49% de l'entreprise. Cela ne faisait pas de moi la propriétaire majoritaire,
Mais cela me donnait le vote décisif. Laurent avait 26%, Édouard 25%. Séparés, ils ne pouvaient rien faire. Ensemble, ils avaient 51%. Mais avec moi dans l'équation, plus rien ne fonctionnait sans mon accord. J'étais devenue l'arbitre, celle qui décide. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Pas de la colère, pas de la haine. Quelque chose de plus calme, de plus fort, une clarté. Le lendemain matin, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé Maître Blanchard, le notaire dont maman parlait dans ses lettres. Il était toujours en vie. 87 ans, une voix douce et posée. Madame Dubois, j'attendais votre appel depuis 25 ans. Vous saviez? Votre mère m'avait tout expliqué. Elle m'avait fait jurer de ne rien révéler tant que vous ne veniez pas me chercher. Et maintenant? Maintenant, madame, vous avez 2 chemins. Mais vous le savez déjà. Oui, je le sais. Alors prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez une chose, votre mère vous a donné cette arme parce qu'elle vous faisait confiance. Pas pour détruire, mais pour réparer. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre, les toits de Paris, le ciel gris, les pigeons sur le rebord, et j'ai su ce que j'allais faire. Pas tout de suite, mais bientôt. J'ai décidé de voir mes frères, pas pour les confronter, pas encore, mais pour observer, pour comprendre qui ils étaient vraiment devenus. Cela faisait 2 semaines que j'avais ouvert le coffre, 2 semaines que je vivais avec ce secret. Laurent m'a invité à déjeuner. Un restaurant chic près des Champs-Élysées. Nappe blanche, serveur en gilet noir. Des prix que je n'aurais jamais pu me permettre. Il était déjà assis quand je suis arrivée. Costume gris anthracite, montre en or au poignet, cheveux gominés en arrière. Aurélie. Il s'est levé pour m'embrasser. 2 bises rapides, froides. Laurent. Nous nous sommes assis. Il a commandé du vin sans me demander mon avis. Un Châteauneuf du Pape, 60 € la bouteille. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Très bien. L'entreprise tourne à merveille. Édouard et moi avons signé un nouveau contrat avec des clients chinois. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. Il parlait beaucoup. Des chiffres, des projets, des voyages. Moi, je l'écoutais, mais je ne l'entendais pas vraiment. Je regardais ses mains, ses gestes, la façon dont il coupait son pain, la façon dont il parlait aux serveurs, avec cette arrogance polie des gens qui croient que tout leur est dû. À un moment, il a dit quelque chose qui m'a glacée. « Tu sais, Aurélie, papa a fait ce qu'il fallait. » J'ai levé les yeux. « Pardon? Le testament. Il a fait ce qu'il fallait. L'entreprise ne peut pas être divisée. Elle a besoin d'une direction claire. Et moi? » Il a haussé les épaules. « Toi, tu as ta vie, ton indépendance. C'est précieux, non? Mon indépendance. Ma vie de professeur retraité dans un 3 pièces, pendant qu'eux vivaient dans des hôtels particuliers et signaient des contrats de plusieurs millions. J'ai souri. Un sourire que j'ai appris à perfectionner avec les années. Tu as raison, Laurent. Il a souri à son tour, soulagé, comme si mon accord lui donnait raison. Nous avons terminé le repas. Il a payé. Nous nous sommes quittés sur le trottoir. On se rappelle, d'accord? Bien sûr. Il est parti. Je suis restée là, debout devant le restaurant, à le regarder s'éloigner dans sa voiture de luxe. Et j'ai compris quelque chose. Laurent ne se sentait pas coupable. Pas du tout. Il croyait sincèrement avoir mérité tout ce qu'il avait. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à Édouard. Il habitait une maison magnifique à Saint-Germain-en-Laye. Un jardin, une piscine, une véranda en verre. Sa femme, Mathilde, m'a accueilli avec un sourire poli. Elle m'a servi du thé dans des tasses en porcelaine. Édouard est arrivé peu après, décontracté, jean sombre, chemise blanche. Aurélie, quelle surprise! Je passais dans le coin, je me suis dit « Bien sûr, entre !» Nous nous sommes installés dans le salon. Mathilde a disparu dans la cuisine. Édouard m'a parlé de ses enfants. 3, tous brillants, tous dans de bonnes écoles privées. Et toi? Les tiens? Ils vont bien, ils travaillent. C'est bien. Un silence. Puis il a dit « Écoute, Aurélie, pour le testament, je sais que ça a dû être difficile, mais tu comprends, papa avait ses raisons. » Quelles raisons? Il a froncé les sourcils. Eh bien, l'entreprise, la continuité. Laurent et moi, on a passé toute notre vie à apprendre le métier. Toi, tu as choisi un autre chemin. Je n'ai rien choisi, Édouard. On ne m'a jamais rien proposé. Il a détourné le regard. C'est du passé maintenant. Du passé. Comme si effacer quelqu'un d'un héritage était une simple formalité administrative. Je suis partie peu après. Mathilde m'a raccompagnée à la porte. Aurélie, si tu as besoin de quoi que ce soit, merci Mathilde. Mais je savais qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Le soir même, je suis retournée chez moi. J'ai ressorti la boîte. J'ai relu tous les documents,
les chèques, les relevés, les dates, et j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Entre 1995 et 2000, mes frères avaient détourné près de 8 millions d'euros. 8 millions. Ils avaient créé des sociétés écrans. Ils avaient falsifié des factures. Ils avaient vidé des comptes au nom de l'entreprise pour alimenter leur propre poche. Et maman avait tout vu, tout noté. Elle avait même joint des lettres qu'elle avait interceptées. Des lettres entre Laurent et un banquier suisse. Des lettres où ils discutaient de transferts discrets et de comptes sécurisés. Mon cœur battait vite, trop vite. Mes frères n'étaient pas seulement arrogants. Ils étaient des voleurs. Et papa ne l'avait jamais su. Ou peut-être ne voulait-il pas le savoir. J'ai refermé la boîte. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient une à une. Et j'ai pensé à maman. Elle avait porté ce poids toute seule, pendant des années, sans rien dire. Parce qu'elle savait que personne ne l'écouterait. Elle avait attendu, patiemment, que le bon moment arrive. Et ce moment, c'était maintenant. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Maître Blanchard. « Maître, j'ai une question. Je vous écoute. Le codicille, s'il est activé, que se passe-t-il exactement? Vous devenez actionnaire à hauteur de 49%. Vos frères perdent leur majorité. Aucune décision stratégique ne peut être prise sans votre accord. Et les preuves de détournement? Si vous les présentez à la justice, vos frères risqueront des poursuites pénales, emprisonnement, saisie de leurs biens, interdiction de gérer. Et si je ne les présente pas, un silence. Alors vous gardez le pouvoir, et vous négociez vos conditions. J'ai fermé les yeux. Maman m'avait donné 2 armes, le codicille et les preuves. Une pour reprendre le contrôle, l'autre pour détruire. Maintenant, il fallait que je décide laquelle utiliser. Ou peut-être les 2. J'ai passé les 3 semaines suivantes à faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai enquêté, pas comme une détective, plutôt comme une femme qui cherche à comprendre comment sa propre famille a pu devenir une telle mascarade. J'ai commencé par les documents de maman. Je les ai triés, classés, annotés. J'ai créé un dossier complet, chronologique, méthodique, et plus je creusais, plus la vérité devenait insoutenable. Le premier détournement remontait à juin 1995. Laurent venait d'entrer dans l'entreprise comme directeur adjoint. Il avait 26 ans. Papa lui faisait confiance aveuglément. Un chèque de 150 000 €, émis au nom d'un fournisseur italien fictif. Maman avait joint une copie de la facture. Elle avait même retrouvé l'adresse, une boîte postale à Milan. Personne n'avait jamais livré de tissu. Personne n'existait. L'argent était parti sur un compte aux îles Caïmans. Puis il y avait eu d'autres chèques, d'autres sociétés fantômes. Zurich Invest Group, Monaco Capital Partners, Caribbean Textiles Limited. Des noms qui sonnaient sérieux, professionnels, mais qui n'étaient que des coquilles vides. Édouard avait rejoint l'entreprise 2 ans plus tard, en 1997. Il était devenu directeur financier à 28 ans. Et ensemble, ils avaient perfectionné le système. Ils créaient de faux contrats. Ils gonflaient les prix. Ils facturaient des services qui n'existaient pas. Puis, ils transféraient l'argent à l'étranger. En plusieurs fois. Par petites sommes. Pour ne pas éveiller les soupçons. Papa signait tout sans vérifier. Il était vieux, fatigué. Il faisait confiance à ses fils. Et ses fils le volaient. Maman avait tout vu. Elle travaillait parfois à la maison. Elle avait accès au bureau. Elle interceptait des courriers. Elle photocopiait des documents quand personne ne regardait. Dans l'une de ses lettres à Maître Blanchard, elle écrivait « Je ne peux rien dire à mon mari. Il ne me croirait pas. Ou pire, il me demanderait de me taire pour protéger le nom de la famille. Alors je garde tout. Je note tout. Et j'attends. Un jour, quelqu'un devra savoir. Ce quelqu'un, c'était moi. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ne pas avoir agi de son vivant? J'ai trouvé la réponse dans une autre lettre. Datée de mars 2000, 3 semaines avant sa mort. Je suis malade, Maître Blanchard. Le cancer. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. Je n'ai plus le temps de me battre. Mais Aurélie, elle, aura ce temps. Elle est forte, plus forte qu'elle ne le croit. Elle saura quoi faire quand le moment sera venu. Je lui laisse ce dossier. Je lui laisse le choix. Parce que la justice ne doit jamais être une vengeance. Elle doit être une réparation. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Maman était morte en me protégeant, en me préparant, en me donnant les armes que je n'aurais jamais eues autrement. Et maintenant, il fallait que je les utilise. Mais comment? J'ai décidé de rencontrer d'autres personnes, des gens qui avaient travaillé avec mes frères, des gens qui savaient peut-être quelque chose. Le premier était Monsieur Grenier, un ancien comptable de l'entreprise. Il avait pris sa retraite en 2002.
Je l'ai retrouvé dans un petit café à Montmartre. Il avait 79 ans, les cheveux blancs, les mains tremblantes. Madame Dubois, cela fait si longtemps. Monsieur Grenier, merci d'avoir accepté de me voir. Nous avons commandé du café. Je suis allé droit au but. Monsieur Grenier, vous avez travaillé pour mon père pendant 30 ans. Oui, c'était un homme bien, exigeant, mais juste. Et mes frères, il a baissé les yeux. Pourquoi cette question? Parce que j'ai besoin de savoir. Un long silence. Puis il a dit à voix basse, « J'ai démissionné en 2002 parce que je ne pouvais plus supporter ce que je voyais. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous avez vu? Des irrégularités, des transferts qui ne correspondaient à rien, des factures douteuses. J'ai essayé d'en parler à votre père. Il m'a dit que je me trompais, que ses fils ne feraient jamais une chose pareille. Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Non. Qui m'aurait cru? J'étais un simple comptable, et eux, c'étaient les héritiers. Il a bu son café. Ses mains tremblaient encore plus. Madame Dubois, si vous cherchez la vérité, vous allez souffrir. Parce que la vérité, c'est que vos frères ont volé votre père, et personne n'a jamais rien fait. Je suis sortie du café avec un poids immense sur la poitrine. Un autre témoin, une autre confirmation. Mais ce n'était pas fini. J'ai contacté Madame Lefebvre. Elle avait été secrétaire de direction chez Dubois & Fils pendant 15 ans. Elle avait quitté l'entreprise en 2005. Nous nous sommes vus dans un parc. Elle promenait son chien. Une petite dame de 65 ans, cheveux courts, regard vif, Aurélie. Je me souviens de vous. Vous veniez parfois au bureau avec votre mère. Oui, votre mère était une femme remarquable, discrète, mais elle voyait tout. Madame Lefebvre, je dois vous poser une question difficile. Allez-y. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans la gestion de l'entreprise? Elle a regardé son chien. Puis elle a dit « J'ai été licenciée en 2005, officiellement pour restructuration. En réalité, parce que j'ai posé trop de questions. » Quel genre de questions? Sur les virements, sur les sociétés offshore, sur les contrats qui n'aboutissaient jamais. J'ai demandé à Laurent pourquoi nous payions une société monégasque pour des services que je ne voyais jamais arriver. Il m'a répondu que ce n'était pas mon problème. 2 semaines plus tard, j'étais dehors. Mon sang bouillait. Vous avez gardé des preuves? Non. Ils ont tout effacé. Mais je sais ce que j'ai vu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Aurélie, vos frères sont des menteurs. Et s'ils vous ont écarté de l'héritage, c'est parce qu'ils savent que vous êtes trop honnête. Ils avaient peur que vous découvriez la vérité. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une certitude. Mes frères n'étaient pas simplement des voleurs. Ils étaient des manipulateurs, des calculateurs. Ils avaient passé des années à construire leur empire sur des mensonges. Ils avaient écarté tous ceux qui posèrent des questions. Ils avaient utilisé le nom de papa, sa confiance, sa faiblesse pour s'enrichir. Et maintenant, ils vivaient dans le luxe. Pendant que moi, la fille oubliée, je vivais dans un 3 pièces avec une retraite modeste. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu tous les documents. Encore une fois, je les ai comptés, recomptés. Au total, Laurent et Édouard avaient détourné près de 8 700 000 euros. 8 700 000 euros. Volés à l'entreprise, volés à papa, volés à tous ceux qui avaient travaillé honnêtement pour Dubois & Fils. Et personne ne le savait, sauf maman. Et maintenant, moi. J'ai pensé à papa, à ces dernières années. Il était devenu distant, triste, comme s'il portait un poids invisible. Avait-il su? Avait-il compris, sans oser l'admettre? Ou était-il vraiment resté aveugle jusqu'au bout? Je ne le saurais jamais. Mais ce que je savais, c'est que maman, elle, avait tout vu. Et elle avait choisi de ne rien dire. Pas par lâcheté, mais par stratégie. Elle savait que la vérité devait éclater au bon moment. Et que ce moment, c'était après la mort de papa. Parce qu'alors, plus personne ne pourrait protéger mes frères, sauf moi. Et là était toute la question. Est-ce que je voulais les protéger ou est-ce que je voulais les détruire? J'ai repensé aux paroles de Maître Blanchard. Votre mère vous a donné cette arme parce qu'elle vous faisait confiance, pas pour détruire, mais pour réparer. Réparer. Mais comment répare-t-on une famille brisée? Comment répare-t-on des années de mensonges, de vols, d'humiliations? Je me suis levée. J'ai fait du thé. Je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, un plan. Un plan en 2 parties. La première, activer le codicille. Reprendre le contrôle des parts de l'entreprise. Devenir l'actionnaire décisif, celle sans qui rien ne peut se faire. La seconde, confronter mes frères, leur montrer les preuves, leur donner un choix. Soit ils acceptent mes conditions, créer une fondation en l'honneur de maman,
redistribuer une partie de leur fortune, me donner le pouvoir de décision dans l'entreprise et vivre avec la honte de ce qu'ils ont fait. Soit je donne les preuves à la justice et ils perdent tout. L'entreprise, leur liberté, leur réputation. C'était un ultimatum, pas une vengeance, une réparation. J'ai relu mon plan, plusieurs fois, et j'ai compris que c'était exactement ce que maman aurait voulu. Pas la destruction, pas le pardon facile, mais la justice, la vraie, celle qui force les coupables à regarder leurs actes en face, celle qui leur laisse une chance de choisir, l'orgueil ou la rédemption. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Blanchard. « Maître, je suis prête. Vous avez pris votre décision ? » ?»« Oui, je veux activer le codicille. Et ensuite, je veux les rencontrer. Tous les deux. »« Très bien. Je m'occupe des formalités. Cela prendra 1 semaine. Peut-être 2. »« Merci. Madame Dubois ? » ?»« Oui, votre mère serait fière de vous. » J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, un ciel de printemps. Les bourgeons commençaient à éclore sur les arbres. Quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la fille oubliée. Je n'étais plus celle qui se taisait. J'étais celle qui allait rétablir l'équilibre. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui sortirais humiliée. Ce seraient eux qui devraient me choisir, vivre avec leur honte ou perdre tout ce qu'ils avaient volé. La roue tournait, lentement, mais sûrement. Et maman, quelque part, le savait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel de Maître Blanchard. « Madame Dubois, tout est prêt. Le codicille a été validé. Vous êtes désormais actionnaire à hauteur de 49% de Dubois en Fils. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Mes frères sont au courant ? Ils viennent de recevoir la notification par huissier. Je pense qu'ils vont vous appeler très bientôt. Ils ne s'étaient pas trompés. 1 heure plus tard, mon téléphone sonnait. Laurent. Aurélie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sa voix tremblait. De colère, de panique. Bonjour, Laurent. Ne joue pas à ça avec moi. Un huissier vient de me notifier que tu possèdes 49% des parts de l'entreprise. Comment est-ce possible ? C'est un codicille, rédigé par maman, il y a 25 ans. Un silence, long, glacial. Maman ? Oui. Maman savait ce que papa allait faire. Elle a préparé un document. Il s'active automatiquement si je suis publiquement humiliée dans un testament. C'est ridicule. Papa ne t'a pas humiliée. Il a fait ce qui était juste pour l'entreprise. Vraiment ? Me laisser avec des encouragements pour trouver un mari digne de ce nom, c'est juste ? Il n'a rien dit. Laurent, je veux qu'on se voie. Toi, Édouard, et moi, à la maison de Saint-Cloud. Demain, 15h. Aurélie, écoute, demain, 15h. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de détermination. Le lendemain, j'ai pris le train jusqu'à Saint-Cloud. J'ai marché jusqu'à la maison familiale, cette grande propriété où j'avais grandi, où maman avait jardiné, où papa nous avait réunis des centaines de fois. La grille était ouverte. J'ai remonté l'allée. Les tilleuls étaient en fleurs. L'odeur de miel flottait dans l'air, exactement comme avant. Mais rien n'était plus comme avant. Laurent et Édouard m'attendaient dans le grand salon, celui où le notaire avait lu le testament. Ils étaient debout, raides, tendus. Aurélie, bonjour. Personne ne s'est embrassé. Je me suis assise dans le fauteuil près de la cheminée. Celui où maman s'asseyait toujours. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Laurent a pris la parole le premier. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pardon ? Ne fais pas l'innocente. Tu as 49% des parts. Tu sais très bien que sans toi, on ne peut rien décider. Alors qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Un poste dans l'entreprise ? J'ai souri. Un sourire calme. Je veux la vérité. Édouard a froncé les sourcils. Quelle vérité ? J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti la boîte en bois de rose. Je l'ai posée sur la table basse. Cette vérité. Laurent a pâli. J'ai ouvert la boîte. J'ai sorti les documents. Un par un. Les chèques, les relevés, les lettres. Juin 1995. Laurent, tu as émis un chèque de 150 000 € au nom d'une société italienne fictive. L'argent est parti aux îles Caïmans. Laurent a ouvert la bouche. Mais aucun son n'en est sorti. Septembre 1997. Édouard, tu es devenu directeur financier. 2 mois plus tard, tu as créé 3 sociétés offshore. Monaco Capital Partners, Zurich Invest Group, Caribbean Textiles. Édouard s'est assis, lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Entre 1995 et 2000, vous avez détourné 8 700 000 €. 8 700 000 € volés à l'entreprise, volés à papa. Laurent a secoué la tête. C'est faux, c'est vrai. Et j'ai les preuves. J'ai tapé du doigt sur les documents. Maman a tout vu,
tout noté, tout conservé, pendant des années. Elle a intercepté vos lettres, elle a photocopié vos chèques, elle a gardé chaque facture douteuse. Édouard a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux, Aurélie ? Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. » Laurent s'est levé d'un coup. On n'a rien fait de mal. On a développé l'entreprise. On a pris des risques. On a investi. C'est notre argent. Votre argent ? Ma voix est montée. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas retenu ma colère. Ce n'était pas votre argent, c'était l'argent de l'entreprise, l'argent de papa, l'argent de tous ceux qui ont travaillé honnêtement pour Dubois & Fils, et vous l'avez volé. Papa nous faisait confiance, et vous l'avez trahi. Laurent a serré les poings. Ah, qu'est-ce que tu vas faire ? Nous dénoncer ? Détruire la famille ? Je me suis levée à mon tour. Non, Laurent, je vais vous donner un choix. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Je l'ai posée sur la table. Voici mes conditions. Édouard a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte. Il a lu, en silence. Puis il a passé les papiers à Laurent. Laurent a lu. Son visage est devenu rouge, puis blanc. Tu es folle ? Non, je suis juste. Mes conditions étaient simples. Premièrement, créer une fondation au nom de maman. Une fondation pour aider les femmes victimes d'injustice familiale. Dotation initiale, 3 millions d'euros, à prélever sur leur fortune personnelle. Deuxièmement, me nommer présidente du conseil d'administration de Dubois & Fils, avec droit de veto sur toutes les décisions stratégiques. Troisièmement, reverser 1 million d'euros aux anciens employés qui avaient été licenciés injustement. Monsieur Grenier, Madame Lefebvre, et tous les autres. Quatrièmement, publier un audit indépendant de la gestion de l'entreprise entre 1995 et 2000, et assumer publiquement les irrégularités comptables. Et enfin, cinquièmement, si ces conditions n'étaient pas acceptées dans les 7 jours, je transmettrai l'intégralité du dossier au procureur de la République. Laurent a jeté les papiers sur la table. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. On est tes frères. Vous êtes des voleurs. Édouard s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il regardait le jardin, les rosiers blancs que maman avait plantés. Édouard ? Il n'a pas répondu. Laurent a repris la parole. Papa aurait eu honte de toi. J'ai senti une douleur dans ma poitrine, mais je ne me suis pas effondrée. Papa aurait eu honte de vous. Laurent a attrapé son manteau. Très bien. Tu veux la guerre ? Tu l'auras. On va contester le codicille. On va prouver que maman n'était pas saine d'esprit quand elle l'a signé. On va te traîner devant les tribunaux. Et tu vas perdre. Peut-être, mais pendant ce temps, le dossier sera entre les mains du procureur, et toute la France saura qui vous êtes vraiment. Il s'est figé. Tu nous détestes à ce point ? Non, Laurent, je ne vous déteste pas. Je veux juste que vous payiez pour ce que vous avez fait. Il est sorti, sans un mot. La porte a claqué. Je suis restée seule avec Édouard. Il se tenait toujours près de la fenêtre, les épaules basses, le visage fermé. Édouard, il s'est retourné. Tu sais ce qu'on va perdre si tu fais ça ? Oui, nos maisons, nos économies, notre réputation. Nos enfants vont grandir en sachant que leur père est un voleur. Oui. Et ça ne te fait rien ? J'ai pris une grande inspiration. Si, ça me fait quelque chose. Mais vous auriez dû y penser avant. Il a hoché la tête, lentement. Maman savait, hein ? Oui, elle savait tout. Pourquoi elle n'a rien dit ? Parce qu'elle savait que papa ne l'écouterait pas. Un long silence. Puis Édouard a dit, d'une voix brisée, « On n'avait pas le choix, Aurélie. Papa nous mettait une pression terrible. Il fallait qu'on réussisse, qu'on grandisse l'entreprise, qu'on soit à la hauteur. Et voler était votre solution ? On pensait qu'on allait rembourser, un jour, quand l'entreprise serait plus grande. Mais vous ne l'avez jamais fait. Non. Il a baissé la tête. Je suis désolée, Aurélie. C'était la première fois qu'il s'excusait. Mais c'était trop tard. 7 jours, Édouard. Vous avez 7 jours pour accepter mes conditions. Je suis partie. J'ai marché dans l'allée, sous les tilleuls. L'odeur de miel était toujours là, mais elle me paraissait différente, moins douce, plus amère. J'ai franchi la grille. Et je ne me suis pas retournée, parce que je savais que je ne reviendrais jamais. Cette maison, cette famille, c'était fini. Je les avais confrontés, je leur avais dit la vérité, je leur avais donné un choix. Et maintenant, j'attendais. Dans mon appartement, ce soir-là, j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi. Des millions de lumières, des millions de vies. J'avais perdu ma famille, mais j'avais retrouvé ma dignité. Et peut-être que c'était tout ce qui comptait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les 7 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. J'attendais, dans mon appartement, seule. Le premier jour, personne n'a appelé. Le deuxième jour non plus. Le troisième jour,
Laurent m'a envoyé un message. Court, sec. Tu es en train de détruire 30 ans de travail. Réfléchis bien. Je n'ai pas répondu. Le 4e jour, c'est Mathilde, la femme d'Édouard, qui a sonné à ma porte. Je l'ai laissée entrer. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. Aurélie, je t'en prie. Mathilde. Édouard ne dort plus. Il ne mange plus. Les enfants sentent que quelque chose ne va pas. Elle s'est assise sur mon canapé. Elle a pris ma main. Tu as raison. Je le sais. Ils ont fait des choses terribles. Mais ce sont quand même tes frères. Ils ont volé 8 millions d'euros, Mathilde. Je sais. Ils ont humilié papa. Ils ont trahi maman. Ils m'ont effacé. Je sais. Elle a serré ma main plus fort. Mais si tu fais ça, tu vas les détruire. Leurs enfants vont grandir avec la honte. Leurs femmes vont être montrées du doigt. Toute la famille va souffrir. J'ai retiré ma main doucement. Mathilde, je ne veux détruire personne. Je veux juste que la vérité soit reconnue. Et si la vérité coûte trop cher? Alors c'est qu'elle a été cachée trop longtemps. Elle est partie sans un mot de plus. Le 5e jour, c'est un avocat qui m'a appelé. Maître Dumas, un grand nom du barreau parisien. Madame Dubois, je représente vos frères. Ils souhaitent négocier. Négocier quoi? Vos conditions sont excessives. Ils proposent 1 million d'euros pour la fondation, pas 3. Et vous pouvez siéger au conseil d'administration, mais sans droit de veto. J'ai ri, un rire sans joie. Dites à mes frères que mes conditions ne sont pas négociables. Madame, soyez raisonnable. Si cette affaire va devant les tribunaux, tout le monde va perdre, alors qu'ils acceptent mes conditions. Ils ne peuvent pas. 3 millions, c'est 8 700 000 euros. C'est ce qu'ils ont volé. 3 millions, c'est une fraction, une réparation symbolique. S'ils refusent, je donne tout au procureur. Vous êtes sérieuse? Absolument. Il a raccroché. Le 6e jour, j'ai reçu une lettre. Par huissier. Une mise en demeure, signée par Maître Dumas. Mes frères contestèrent le codicille. Ils demandèrent son annulation. Ils affirmaient que maman n'était pas en pleine possession de ses moyens quand elle l'avait signé. J'ai appelé Maître Blanchard. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. Mais votre mère a fait rédiger ce document par un notaire reconnu. Elle a passé des examens médicaux pour prouver sa lucidité. Tout est en ordre. Combien de temps ça va prendre? Des mois, peut-être 1 an. Et pendant ce temps, le codicille reste valide. Vous gardez vos parts. Bien. Madame Dubois, vous êtes sûre de vouloir continuer? Oui. Même si cela signifie une guerre juridique? Même si. Le 7e jour, le délai expirait à minuit. À 22 heures, Édouard a sonné à ma porte. Il était seul. Pas de costume. Juste un jean et un pull. Il avait maigri. Des cernes sous les yeux. Aurélie. Édouard. Je peux entrer? J'ai hésité. Puis, j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai servi du thé. Aucun de nous n'a bu. Laurent refuse. Je sais. Il dit que tu bluffes, que tu n'oseras jamais aller jusqu'au bout. Il se trompe. Édouard a regardé ses mains. Moi, j'accepte tes conditions. Mon cœur s'est arrêté. Pardon. J'accepte. La fondation, l'audit, les indemnités, tout. Et Laurent? Laurent fait ce qu'il veut. Mais moi, j'en ai assez. J'en ai assez de mentir. J'en ai assez de vivre dans la peur. Il a levé les yeux vers moi. Tu avais raison, Aurélie. On a volé papa. On a trahi maman. Et on t'a humilié. On ne mérite rien de ce qu'on a. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas de la haine, de la tristesse. Pourquoi maintenant, Édouard? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que mes enfants m'ont demandé pourquoi je ne dormais plus. Et je n'ai pas su quoi répondre. Il a essuyé ses yeux. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que voler, c'est normal. Je ne veux pas qu'ils deviennent comme nous. Un long silence. Puis il a ajouté « Maman le savait, hein? Elle savait qu'on allait tout gâcher. Oui, et elle a quand même attendu. Elle a quand même préparé ce dossier. Pour te protéger? Oui. » Il a hoché la tête. Elle était plus forte que nous tous. Elle l'était. Édouard s'est levé. Je vais signer tes conditions. Demain, chez Maître Blanchard. Et Laurent? Laurent va se battre. Il va aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne sait pas faire autrement. Je sais. Mais toi et moi, on peut faire autrement. Il est parti. J'ai fermé la porte derrière lui. Je me suis adossée contre le mur. Et j'ai pleuré. Pas de rage. Pas de victoire. De soulagement. Le lendemain, Édouard a signé un accord avec Maître Blanchard. Il acceptait toutes mes conditions. Il versait 1 500 000 euros pour la fondation. Il démissionnait de son poste de directeur financier. Il acceptait que l'audit soit publié. Laurent, lui, a refusé. Il a maintenu sa contestation du codicille.
Il a engagé 3 cabinets d'avocats. Il a juré qu'il me traînerait devant tous les tribunaux de France. Et moi, j'ai pris une décision. J'ai donné une copie du dossier complet au procureur de la République. Toutes les preuves, tous les documents, toutes les lettres. Mais j'ai demandé qu'Édouard soit épargné, qu'il soit considéré comme partie coopérante, qu'il bénéficie d'une clémence en échange de son témoignage. Laurent, lui, devrait répondre seul de ses actes. Maître Blanchard m'a demandé « Pourquoi épargner Édouard ?» Parce qu'il a eu le courage de reconnaître ses torts, parce qu'il veut réparer. Et Laurent a choisi l'orgueil. Il vivra avec les conséquences. 3 semaines plus tard, Laurent a été convoqué par la brigade financière, puis par un juge d'instruction. L'enquête a commencé. Les journaux en ont parlé. Pas en première page, mais assez pour que tout Paris le sache. Détournement de fonds dans une entreprise familiale historique. Le nom de Laurent est apparu. Celui d'Édouard aussi, mais en tant que témoin. Les clients ont commencé à fuir. Les fournisseurs a demandé des garanties. L'entreprise Dubois & Fils, si fière, si respectée, vacillait. Et moi, j'étais là, actionnaire à 49%, présidente du conseil d'administration par intérim. J'aurais pu tout laisser s'effondrer, mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas l'entreprise que je voulais punir, c'était Laurent. Alors j'ai travaillé, jour et nuit, avec Édouard, avec les employés fidèles, avec les avocats. Nous avons restructuré, réorganisé, rebâti. Et lentement, l'entreprise a survécu. Pas grâce à Laurent. Malgré lui. Un soir, 6 mois après la confrontation, j'étais assise dans le bureau de papa, celui qu'il avait occupé pendant 40 ans. Désormais, c'était le mien. Sur le bureau, j'avais posé la photographie de maman, celle du coffre. Maman jeune, me tenant dans ses bras. J'ai touché la photo du bout des doigts. Merci, maman. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'elle était là. Pas physiquement, mais présente. Dans chaque décision, dans chaque choix, elle m'avait donné les armes. Mais c'était moi qui avais choisi comment les utiliser. Pas pour détruire, mais pour réparer. Et maintenant, le temps allait faire le reste. Parce que la justice, la vraie, ne vient jamais de la vengeance. Elle vient de l'équilibre, du temps, de la vie elle-même. Laurent apprendrait, tôt ou tard, que ce qu'on prend injustement, on le paie toujours. 1 an a passé. 12 mois depuis cette confrontation dans le salon de Saint-Cloud. 12 mois depuis que j'avais posé les documents de maman sur la table. 12 mois depuis que tout avait basculé. L'automne était revenu. Les feuilles tombaient sur Paris. Et moi, j'étais toujours là, présidente du conseil d'administration de Dubois & Fils, actionnaire majoritaire avec Édouard, qui détenait maintenant 25% et travaillait sous ma direction. Laurent, lui, avait tout perdu. Pas à cause de moi. Pas directement. À cause de lui-même. Le procès avait duré 8 mois. 8 mois d'audience, de témoignages, d'expertise comptable. Les journaux en avaient parlé régulièrement. Pas en première page, mais assez pour que le monde des affaires français le sache. Laurent Dubois reconnu coupable de détournement de fonds, abus de biens sociaux et fraude fiscale. La sentence était tombée en juin. 3 ans de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise et une amende de 2 millions d'euros. Mais la vraie punition n'était pas là. La vraie punition était ce qui s'était passé après. Parce que Laurent n'avait pas seulement perdu un procès, il avait perdu sa vie. Sa femme Isabelle avait demandé le divorce 2 mois après l'ouverture de l'enquête. Elle avait pris les enfants. Elle était partie vivre à Lyon chez sa sœur. Laurent s'était retrouvé seul dans sa grande maison de Neuilly. Cette maison qu'il avait achetée avec l'argent volé. Cette maison qu'il avait toujours montrée avec fierté. Mais maintenant elle était vide, froide, silencieuse. Ses amis l'avaient lâché, un par un. Parce que dans le monde où il évoluait, un scandale financier, c'est pire qu'un crime. C'est une tâche, une souillure, les dîners auxquels il n'était plus invité, les clubs où on ne lui répondait plus, les relations d'affaires qui disparaissaient du jour au lendemain. Laurent était devenu un paria. J'ai appris tout cela par Édouard. Nous nous voyons régulièrement maintenant, 1 fois par semaine, pour parler de l'entreprise, mais aussi parfois pour parler de Laurent. Il ne sort plus de chez lui, m'a dit Édouard un jour, alors que nous déjeunions dans un petit restaurant près du bureau. Il est malade? Non. Enfin, pas physiquement, mais il a changé, Aurélie. Il a maigri. Il ne se rase plus. Il porte les mêmes vêtements depuis des jours. Tu l'as vu? J'ai essayé. Plusieurs fois. Il ne répond pas à mes appels. Quand je vais chez lui, il ne m'ouvre pas. Édouard a baissé les yeux. Je crois qu'il a honte. Honte. Ce mot m'a fait quelque chose. Pas de la joie, pas de la satisfaction. Juste une tristesse immense.
Parce que Laurent n'était pas un monstre. Il était un homme qui avait fait de mauvais choix. Encore et encore, jusqu'à ce que ses choix le dévorent. « Tu penses qu'on devrait faire quelque chose ?» a demandé Édouard. « Quoi ? Je ne sais pas. L'aider. Lui parler. » J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Édouard, Laurent ne veut pas d'aide. Pas de nous. Il nous voit comme ceux qui l'ont détruit. Mais c'est faux. Je sais, mais c'est ce qu'il croit. » Édouard a hoché la tête. « Parfois, je me demande si on a fait la bonne chose. Tu regrettes ? Non. Mais c'est quand même mon frère. Oui. Et c'est pour ça que je l'ai épargné de la prison ferme. J'aurais pu insister, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que la prison ne l'aurait pas changé. Elle l'aurait juste rendu plus amer. Et maintenant, il doit vivre avec ce qu'il a fait. C'est ça, la vraie punition. 3 mois plus tard, j'ai croisé Laurent. Par hasard. Dans un hôpital. J'étais venu rendre visite à Maître Blanchard. Il avait fait un malaise cardiaque. Rien de grave, mais il était hospitalisé pour quelques jours. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Quand les portes se sont ouvertes, je l'ai vu. Laurent, assis sur une chaise en plastique dans le couloir, seul. Il avait tellement changé que j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait maigri, beaucoup. Ses joues étaient creuses. Ses cheveux, autrefois toujours parfaitement coiffés, étaient longs et gris. Il portait un vieux manteau élimé. Ses chaussures étaient usées. Il regardait le sol, les mains posées sur ses genoux. Immobile. J'ai hésité, puis je me suis approché. Laurent. Il a levé la tête, lentement. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai eu un choc. Ses yeux étaient vides, complètement vides. Ce n'était plus le Laurent arrogant que j'avais connu. Ce n'était plus l'homme qui souriait en signant des contrats à plusieurs millions. Ce n'était plus le frère qui m'avait humilié chez le notaire. C'était un homme brisé. Aurélie. Sa voix était rauque, éteinte. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je rends visite à quelqu'un. Et toi ?» Il a détourné le regard. « Ma mère. Isabelle est ici ? » ?»« Non, pas Isabelle. Ma vraie mère. » J'ai froncé les sourcils. « Laurent, maman est morte il y a 25 ans. Je sais. » Il a fermé les yeux. « Mais parfois je viens quand même. Je m'assois dans les couloirs. Je fais semblant qu'elle est encore là, qu'elle va sortir d'une chambre et me dire que tout va bien. Mon cœur s'est serré. « Laurent, ne dis rien, s'il te plaît. » Nous sommes restés là, en silence, lui assis. Moi, debout. Puis il a dit, sans me regarder, « Tu avais raison. » À propos de quoi ? De tout. Il a levé les yeux vers moi. On a tout volé, on a tout gâché, et maintenant, je n'ai plus rien. Tu as encore ? Non, je n'ai rien. Isabelle ne me parle plus. Mes enfants ne veulent plus me voir. Mes amis m'ont oublié. L'entreprise m'a jeté. Je n'ai plus d'argent, plus de maison, plus de vie. Sa voix s'est brisée. Et le pire, c'est que je le mérite. Je me suis assise à côté de lui, sur la chaise en plastique, dans ce couloir d'hôpital froid et impersonnel. « Laurent, qu'est-ce qui s'est passé avec la maison de Neuilly ? Vendue, pour payer l'amende, et les avocats. Et maintenant, tu vis où ? Dans un studio, à Clichy. Clichy, un petit appartement, lui qui avait vécu dans un hôtel particulier. Et l'argent ? Il n'y en a plus. Tout est parti. Les comptes offshore ont été saisis. Les investissements gelés. Il ne reste rien. » Il a regardé ses mains. « Tu sais ce qui est drôle ? Quoi ? Pendant des années, j'ai cru que l'argent, c'était le pouvoir, que tant qu'on avait de l'argent, on avait tout. Mais j'avais tort. Qu'est-ce que tu as compris ? Que le pouvoir, c'est ce que les autres pensent de toi. Et maintenant, plus personne ne me respecte, plus personne ne m'écoute. Je suis devenu invisible. J'ai pensé à toutes ces années où moi, j'avais été invisible, où personne ne m'écoutait, où mes frères me traitaient comme une étrangère. J'aurais pu lui dire « Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que je voyais bien qu'il souffrait, vraiment, et que cette souffrance était la conséquence de ses propres choix. « Laurent, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » « Je ne sais pas. Tu cherches du travail ? » Il a ri, un rire amer. « Qui voudrait embaucher un homme condamné pour fraude ? Il doit bien y avoir quelque chose. Peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas la force. » Il s'est levé, lentement, comme un vieil homme. « Je dois y aller. »« Laurent. » Il s'est arrêté. « Si tu as besoin d'aide ?»« Non. » Il a secoué la tête. « Tu m'as déjà donné ce que je méritais. La vérité. Et maintenant, je dois vivre avec. » Il est parti, le dos voûté, les épaules basses. Et moi, je suis restée assise sur cette chaise, longtemps. Je pensais à cette phrase que maman avait écrite dans une de ses lettres. « La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. » Laurent avait donné de l'arrogance, du mensonge, du vol, et la vie lui avait rendu la solitude, la honte, la ruine. Pas parce que je l'avais voulu,
Pas parce que je l'avais forcé, mais parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Le karma n'est pas une punition divine, c'est une loi naturelle. Ce qu'on sème, on le récolte. Toujours. Les semaines ont passé. J'ai continué à diriger l'entreprise, à construire la fondation en l'honneur de maman, à aider les employés, à reconstruire ce qui avait été détruit. Édouard travaillait à mes côtés. Il avait changé lui aussi. Il était devenu plus humble, plus attentif, plus honnête. Un jour il m'a dit « Tu sais Aurélie, j'ai parlé avec mes enfants. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Tout. Le vol, le procès, les conséquences. Comment ils ont réagi? Ils ont pleuré. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que j'avais cru que l'argent était plus important que la vérité. Et que j'avais eu tort. » Il a souri tristement. Maintenant, ils me regardent différemment. Pas avec admiration, avec compréhension. Ils savent que leur père n'est pas parfait, mais ils savent aussi qu'il essaie de réparer. C'est bien, Édouard, c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à maman. Un soir de novembre, 1 an et demi après la confrontation, j'ai reçu un appel. C'était l'hôpital. Laurent avait fait un malaise, une crise d'angoisse. Rien de grave, mais il l'avait gardé en observation. J'avais été listée comme contact d'urgence, probablement parce qu'il n'avait plus personne d'autre. Je suis allée le voir. Il était dans une petite chambre, seul, allongé sur un lit blanc, une perfusion dans le bras. Quand il m'a vu, il a détourné le regard. « Tu n'es pas obligé de rester. » « Je sais. » Je me suis assise sur la chaise près du lit. « Le médecin dit que c'est le stress, que tu ne manges pas assez, que tu ne dors pas. C'est vrai. Laurent, tu ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi pas? Parce que tu vas mourir. » Il a fermé les yeux. Peut-être que ce serait mieux. Non, ma voix était ferme. Laurent, tu as fait des erreurs, terribles. Mais tu es encore en vie. Et tant que tu es en vie, tu peux choisir ce que tu fais du temps qu'il te reste. Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux réparer. Pas tout, mais quelque chose. Il a ouvert les yeux. Comment? En commençant par toi-même. En trouvant un travail, n'importe lequel. En vivant honnêtement. En acceptant ce que tu as fait. Personne ne voudra de moi. Alors tu devras chercher plus longtemps. Mais tu finiras par trouver. Un long silence. Puis il a demandé « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'aides alors que je t'ai traité comme une moins que rien pendant toute ta vie ?» J'ai pensé à ma réponse. Longtemps. Puis j'ai dit « Parce que maman m'a appris que la justice, ce n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Et tu penses qu'il y a encore un équilibre possible? Oui, si tu le veux vraiment. » Il a fermé les yeux à nouveau. Une larme a coulé sur sa joue. « Je suis désolée Aurélie. Pour tout. Je sais. Je me suis levée. Repose-toi. Et quand tu sortiras d'ici, si tu veux vraiment changer, appelle-moi. » Je suis partie. 2 semaines plus tard, Laurent m'a appelé. Il avait trouvé un travail, magasinier dans une entreprise de logistique. Un travail simple, physique, mal payé, mais c'était un travail. « Je commence lundi », m'a-t-il dit au téléphone. « C'est bien, Laurent. » « Aurélie ? » « Oui, merci. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que l'équilibre revenait. Pas parce que Laurent avait tout perdu, mais parce qu'il avait enfin compris que la vie rend toujours ce qu'on lui donne, que la vérité finit toujours par éclater, et que le temps, patient et implacable, fait toujours justice. Maman avait raison, elle avait toujours eu raison. 2 ans ont passé depuis cette journée où j'ai ouvert l'enveloppe jaunie de maman. 2 ans depuis que j'ai découvert le coffre, les documents, les preuves, le codicille. 2 ans depuis que j'ai confronté mes frères dans le salon de Saint-Cloud. Et aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, je suis assise dans mon bureau, le bureau qui était celui de papa, celui qui est maintenant le mien. Par la fenêtre, je vois Paris. Le soleil se couche sur les toits, une lumière dorée, douce, apaisante. Sur mon bureau, il y a la photographie de maman, celle du coffre. Elle me regarde avec ce sourire qu'elle avait toujours, ce sourire qui disait « Continue, tu es plus forte que tu ne le crois. » Et je réalise quelque chose. Elle avait raison. Je suis plus forte que je ne le croyais, mais pas de la force que mes frères recherchaient, pas la force de l'argent, pas la force du pouvoir, la force de la vérité, la force de la dignité, la force de rester debout quand tout le monde vous dit de vous agenouiller. L'entreprise Dubois en Fils existe toujours. Elle a même prospéré. Nous avons de nouveaux clients, de nouveaux contrats, une réputation reconstruite sur l'honnêteté et la transparence. Édouard travaille à mes côtés, il est devenu directeur des opérations, un homme transformé, plus humble, plus attentif, plus présent pour sa famille. Mathilde et lui ont reconstruit leur mariage, leurs enfants grandissent en sachant la vérité, pas une vérité édulcorée, la vraie vérité,
que leur père a fait des erreurs, qu'il a volé, qu'il a menti, mais qu'il a eu le courage de reconnaître ses fautes et de réparer. C'est la leçon la plus importante que je puisse leur donner, m'a dit Édouard un jour, que l'erreur n'est pas définitive, mais que le mensonge, lui, l'est. La Fondation Marguerite Dubois, du nom de maman, a ouvert ses portes il y a 1 an. Elle aide les femmes victimes d'injustice familiale, les femmes effacées, oubliées, désavouées. Nous leur offrons un soutien juridique, un accompagnement psychologique, et parfois, simplement, une oreille attentive, quelqu'un qui les écoute quand personne d'autre ne le fait. Chaque mois, je reçois des lettres, des dizaines de lettres, de femmes qui me remercient, de femmes qui me racontent leurs histoires, de femmes qui me disent que la Fondation leur a redonné espoir. Et chaque fois que je lis ces lettres, je pense à maman. Elle n'est plus là, mais son héritage, lui, est vivant, plus vivant que jamais. Monsieur Grenier et Madame Lefebvre ont tous les deux reçu une indemnisation, 100 000 € chacun. Ce n'était pas grand-chose comparé aux années qu'ils avaient perdues, mais c'était un geste, une reconnaissance. Monsieur Grenier m'a écrit une longue lettre. Il disait « Madame Dubois, votre mère serait fière de vous. Vous avez fait ce que personne n'a osé faire, dire la vérité. » Madame Lefebvre, elle, est venue me voir en personne. Elle a pleuré dans mes bras. Elle m'a dit « Pendant des années, j'ai cru que j'étais folle, que j'avais imaginé ces irrégularités, mais vous m'avez prouvé que j'avais raison. Et ça n'a pas de prix. Ces moments-là, ces remerciements, ces larmes de soulagement, c'est ça qui m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Pas la destruction, pas la vengeance, la réparation. » Laurent, lui, vit toujours à Clichy, dans son petit studio. Il travaille toujours comme magasinier. Un travail difficile, physique, mais un travail honnête. Nous nous voyons parfois, 1 fois tous les 2 ou 3 mois. Nous déjeunons dans un café près de chez lui. Nous ne parlons pas beaucoup, mais il est présent. Et c'est déjà quelque chose. Il a changé, vraiment changé. Il ne porte plus de costumes sur mesure. Il ne conduit plus de voitures de luxe. Il ne parle plus de millions et de contrats. Il parle de ses collègues, de son loyer, de petites choses, de choses simples. Un jour, il m'a dit « Tu sais, Aurélie, j'ai perdu 40 ans de ma vie à courir après quelque chose qui n'existait pas. » Quoi ? L'admiration de papa. J'ai posé ma tasse de café. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toute ma vie, j'ai essayé de lui prouver que j'étais digne, que j'étais à la hauteur, que je méritais son nom. Il a regardé par la fenêtre, mais il ne m'a jamais regardé comme je voulais qu'il me regarde. Alors j'ai cru que si je devenais riche, si je réussissais, il finirait par être fier de moi. Et maintenant je sais que je courais après un fantôme. Papa n'était pas capable de donner ce que je cherchais, parce qu'il ne l'avait jamais eu lui-même. Il a souri tristement. Tu étais plus intelligente que nous, Aurélie. Tu as construit ta vie loin de lui, loin de son ombre. Je n'avais pas le choix. Peut-être, ou peut-être que tu as fait le bon choix sans le savoir. Nous sommes restés silencieux un moment, puis il a ajouté « Mes enfants veulent me revoir. » Mon cœur s'est réchauffé. C'est vrai ? Oui, pas Isabelle. Elle ne me pardonnera jamais. Mais mes enfants, ils ont dit qu'ils voulaient comprendre, qu'ils voulaient me donner une chance. Laurent, c'est merveilleux. C'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas poussé à dire la vérité, je serais encore en train de mentir. Et je les aurais perdus pour toujours. Il m'a regardé dans les yeux. Tu m'as sauvé la vie, Aurélie. En la détruisant d'abord. Je ne savais pas quoi dire. Alors je n'ai rien dit. Parfois, le silence est plus juste que tous les mots. Il y a quelques mois, j'ai vendu la maison de Saint-Cloud. Cette grande propriété où j'avais grandi, où maman avait jardiné, où papa nous avait réunis des centaines de fois. Ce n'était plus qu'une coquille vide, pleine de souvenirs, certains beaux, d'autres douloureux. J'ai utilisé l'argent de la vente pour agrandir la fondation, pour ouvrir une 2e antenne, à Lyon, puis une 3e, à Marseille, parce que les femmes oubliées ne sont pas seulement à Paris, elles sont partout. Le jour où j'ai signé les papiers de vente, je suis retournée une dernière fois à Saint-Cloud. J'ai marché dans le jardin, sous les tilleuls, près des rosiers blancs. J'ai touché les fleurs, j'ai respiré leur parfum, et j'ai pensé à maman. Elle avait planté ces rosiers quand j'étais petite. Elle disait « Les roses blanches sont pour la pureté, ma chérie. Pas la perfection, la pureté, c'est-à-dire rester vrai, même quand tout autour de toi te pousse à mentir. » À l'époque, je n'avais pas compris. Mais maintenant, je comprenais. Toute sa vie, maman était restée vraie. Elle avait vu la corruption, elle avait vu les mensonges, elle avait vu l'injustice. Mais elle n'était pas devenue comme eux. Elle était restée pure, honnête, juste. Et elle m'avait appris à faire de même. J'ai cueilli une rose blanche.
Je l'ai emporté avec moi, et je ne suis jamais revenu. Mes propres enfants, Antoine et Claire, ont été surpris par tout ce qui s'est passé. Ils ne connaissaient pas vraiment leurs oncles. Ils ne savaient rien de l'entreprise familiale. Pour eux, j'étais juste leur mère, une professeure de français à la retraite. Quand je leur ai raconté l'histoire, le testament, le codicille, l'épreuve, la confrontation, ils sont restés silencieux longtemps. Puis Claire a dit « Maman, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ?» Parce que j'avais honte. Honte de quoi? D'avoir été effacée, d'avoir accepté pendant si longtemps d'être moins. Antoine a pris ma main. « Maman, tu n'as jamais été moins. Jamais. » Ces mots m'ont fait pleurer, parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait ça. Aujourd'hui, Claire travaille avec moi à la Fondation. Elle a démissionné de son poste à Bruxelles. Elle est devenue directrice des programmes. Elle gère les dossiers. Elle rencontre les femmes, elle les écoute, et elle fait ce travail avec une passion que je n'avais jamais vue chez elle. « C'est grâce à toi, maman », m'a-t-elle dit un jour. « Tu m'as montré qu'on peut transformer la douleur en quelque chose de beau. » Antoine, lui, vit toujours à Lyon, mais il vient nous voir régulièrement. Il a même proposé d'aider à ouvrir une 4e antenne, à Bordeaux. Ma famille s'est reconstruite, pas la famille de sang, pas celle que papa avait essayé de contrôler, mais une famille de cœur, de choix, de vérité. Ce soir, alors que j'écris ces derniers mots, je pense à tout ce qui s'est passé, à cette journée chez le notaire où j'ai été humiliée, à ce vieil avocat qui m'a tendu l'enveloppe sous la pluie, à la première ligne de la lettre de maman qui m'a fait tomber à genoux, à ces 8 700 000 € volés, à cette confrontation dans le salon de Saint-Cloud, à Laurent, seul dans un couloir d'hôpital, le regard vide, à Édouard qui a eu le courage de reconnaître ses fautes, à tous ses choix, toutes ses décisions, toutes ses conséquences. Et je réalise quelque chose. Je n'ai pas fait tout ça pour me venger. Je n'ai pas fait tout ça pour détruire mes frères. Je l'ai fait pour rétablir l'équilibre, pour que la vérité soit dite, pour que la justice soit faite, pour que maman, quelque part, puisse enfin reposer en paix. Parce qu'elle n'avait jamais voulu que je souffre. Elle avait voulu que je survive, que je me relève, que je devienne celle qui dirait non, celle qui refuserait d'être effacée. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus la fille oubliée. Je vois une femme de 67 ans qui a choisi la dignité plutôt que le silence. Une femme qui a choisi la vérité plutôt que la paix factice. Une femme qui a compris que le pardon n'est pas l'oubli, que la réconciliation n'est pas la soumission, que la justice n'est pas la vengeance. Et si je devais tout recommencer, je ferais exactement les mêmes choix. Parce que ces choix m'ont libérée. Pas de mes frères, pas de mon père, pas de mon passé, mais de la honte d'exister, de la honte d'être juste une fille, de la honte d'avoir été oubliée. Je ne porte plus cette honte, je porte la vérité. Et la vérité, elle, ne pèse rien. Elle libère. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre d'une femme de 53 ans. Elle s'appelle Sylvie. Elle habite à Toulouse. Elle m'écrivait « Madame Dubois, j'ai entendu parler de votre histoire, de votre fondation, et je voulais vous dire merci, parce que vous m'avez donné le courage de faire quelque chose que je n'osais pas faire depuis 10 ans, dire non à mon frère qui me volait mon héritage. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle, que j'avais le droit de me défendre, que j'avais le droit d'exister. J'ai pleuré en lisant cette lettre, parce que c'était exactement pour ça que maman avait tout préparé. Pas pour moi seulement, mais pour toutes les Sylvie, toutes les Aurélie, toutes les femmes qui croient qu'elles n'ont pas le droit de se battre. Elles ont ce droit. Nous avons toutes ce droit. Ce soir, je vais fermer ce bureau. Je vais rentrer chez moi, dans mon appartement du 17e arrondissement, celui qui est devenu mon refuge. Je vais préparer du thé. Je vais m'asseoir près de la fenêtre et je vais regarder Paris s'endormir. Et je vais penser à maman, à cette femme extraordinaire qui a gardé un secret pendant 25 ans, qui a tout noté, tout conservé, tout préparé, pour moi, pour que je puisse me relever. Et je vais lui dire, dans mon cœur, merci maman, pour tout, pour ton courage, pour ta patience, pour ta confiance, parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, pas dans ce bureau, pas à la tête de cette entreprise, pas avec cette fondation, mais debout, libre, entière. Et si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de dire non, à refuser d'être effacée, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie est faite de choix, de petits choix, de grands choix. Et chacun de ces choix dessine qui nous sommes. Moi, j'ai choisi la vérité. J'ai choisi la dignité. J'ai choisi de rester debout. Et je ne regrette rien. Alors,
Si vous m'écoutez ce soir, si vous avez suivi mon histoire jusqu'au bout, je veux vous dire ceci. Ne laissez personne vous effacer. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de valeur. Ne laissez personne vous voler votre dignité. Parce que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Parce que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. Parce que le temps finit toujours par rendre justice à ceux qui ont le courage d'attendre. Et parce qu'au bout du chemin, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est. Je m'appelle Aurélie Dubois. J'ai 67 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Maintenant, elle est vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Quelque part, quelqu'un a préparé le chemin pour vous. Comme maman l'a fait pour moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme. Une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.